Bonjour Christophe Oberlin. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions Edilivre un essai sur la notion de race humaine intitulé Quelle est la blancheur de haut blanc et la noirceur de haut noir? Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce titre interpellant? Alors ce titre, c'est les races entre guillemets, parce que les races humaines n'existent pas. Et j'ai voulu faire ce livre pour donner des bases scientifiques solides à ceux qui défendent, se battent contre le racisme. Et ce n'est pas un livre simplement antiraciste, c'est un livre qui est en amont du racisme, qui est en amont du militantisme. C'est un livre purement scientifique. J'ai été frappé par le fait que on assiste à une véritable résurgence de la notion de race humaine, pas seulement dans les papiers des journalistes, mais également dans le milieu scientifique. Je suis médecin, j'appartiens au milieu scientifique, et il y a encore aujourd'hui des congrès où on en parle en termes de race. Et donc ceci m'interroge, et en même temps, j'ai trouvé important de faire une pédagogie pour démontrer l'inexistence de cette notion scientifique, ou la fausseté de cette notion scientifique. Oui, mais en même temps, ne pas subir certaines influences et d'idées préconçues de son temps, et qui sont de véritables ornières pour un scientifique ou pour un intellectuel, est-il dans les faits possible? Alors c'est tout à fait possible parce qu'aujourd'hui nous bénéficions de tous les outils qui nous permettent de comprendre de manière très calme, non polémique, que cette notion est une notion inexacte. Par le passé, un certain nombre de chercheurs, et même des chercheurs antiracistes indiscutables, je pense en particulier à Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss a participé, a écrit un petit opuscule qui s'appelle Race et Histoire. C'est épouvantable parce que voilà que M. Lévi-Strauss, qui a fait beaucoup pour lutter contre le racisme, qui a insisté sur l'absence d'inégalité entre les civilisations, entre les cultures, etc., voilà qu'il se prend complètement les pieds dans le tapis, non seulement dans le titre de son opuscule, mais également à l'intérieur. Alors bien entendu, c'est un livre qui a été écrit il y a très longtemps. Claude Lévi-Strauss n'était pas un scientifique, ce n'était pas un médecin. La génétique en était assez balbutiement. Donc on peut lui pardonner, mais certains, aujourd'hui, et ça revient, s'appuient sur ses écrits, s'appuient sur ce texte pour dire finalement, les races, ça existe peut-être quand même, bien entendu, toutes les races sont égales, mais ça existe quand même. Et c'est contre ça existe quand même, c'est contre ça que j'ai écrit mon livre. Et vous observez aussi que les tenants de l'idéologie raciale mélangent en permanence le scientifique et le culturel en s'appuyant sur les revendications identitaires. Quelles sont les conséquences de cette confusion? Alors, cette confusion, effectivement, vous avez raison d'y insister, c'est vraiment l'élément central. Le socio-culturel, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les hommes sont égaux. Alors, bien entendu, c'est un souhait, les hommes ne sont pas égaux, mais nous espérons qu'ils le soient juridiquement et socialement. Mais sur le plan strictement scientifique, les hommes ne naissent pas égaux. Certains naissent même avec des maladies mortelles qui vont les emporter très vite. Donc, les tenants de la race eh bien, nous expliquent que cette unicité de l'espèce humaine, eh bien, c'est une espèce de vœu pieux. Les hommes ne sont pas égaux et ils brocardent un petit peu les scientifiques en disant « vous nous dites que tout le monde est pareil, mais on sait bien que tout le monde n'est pas pareil ». Les antiracistes ne disent pas que tout le monde est pareil. Ils ne nient pas la diversité humaine, bien au contraire, cette diversité morphologique, elle est même telle justement que scientifiquement, eh bien, on ne peut à aucun endroit placer la barre entre deux groupes et les ériger en séparation raciale. Mais on peut vous rétorquer, M. Oberlin, que la réalité du racisme implique la réalité de l'existence de la race humaine, non? Alors c'est vrai, c'est vrai, et c'est malheureux, et là le combat, je ne l'aborde pas dans mon livre, mais doit porter au-delà de la démonstration scientifique de la non-existence des races humaines, il doit porter au niveau politique. C'est vrai que le simple fait qu'il y ait des lois où l'on parle de race humaine, c'est une pédagogie désastreuse de nos législateurs vis-à-vis de la population, car une loi où la discrimination selon la race est interdite, ça veut dire tout simplement que les races existent. Il est tout à fait logique et simple de faire des lois contre le racisme. Tous les juges, tous les avocats savent ce que c'est que le racisme.
Autrement dit, un certain nombre de textes doivent être réécrits. Vous nous donnez à saisir un florilège d'erreurs d'appréciation, parfois d'absence de rigueur, de discernement, dans les cénacles du savoir scientifique. Pourquoi même aujourd'hui, on persiste à reproduire ces schémas tant de fois décriés? Alors c'est vrai que, alors que cette notion de race humaine a été déclarée notion obsolète dans les années 50 par les Nations Unies, eh bien c'est vrai qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles aujourd'hui dans la littérature scientifique. Moi, je prends un certain nombre d'exemples, je les prends sur le mode humoristique dans mon livre. Ce sont des exemples auxquels j'ai eu l'occasion d'assister personnellement, ou dans des conférences nationales, internationales, et bien des papiers scientifiques sortent à propos de telle maladie ou de tel traitement et dans telle ou dans telle race. Et à ce moment-là, eh bien, il faut que quelqu'un dans l'auditoire lève le doigt et pose la question que j'ai trouvée pertinente et qui fait l'objet du titre de mon livre. Mais quelle est la blancheur de vos blancs et la noirceur de vos noirs? Quand une publication scientifique prétend eh bien, parler de deux groupes de population, les noirs et les autres, les blancs ou les caucasiens, eh bien, je démonte complètement scientifiquement toutes ces notions absurdes, y compris la notion de caucasien d'ailleurs, qui est très importante, car au fond, c'est une façon de ne pas parler de blanc. Eh bien, je raconte, je ne vais pas le dire ici, c'est une surprise, mais l'origine de ce mot caucasien est complètement burlesque. C'est un véritable scandale sémantique d'utiliser encore aujourd'hui, notamment dans les publications anglo-saxonnes, le terme de caucasien. Ça n'a aucun sens. Comme bon nombre de disciplines, l'anthropologie, à ses débuts, elle aussi, subissait les erreurs, les influences et les perversions de son temps. Donc autrefois, on partait des caractères morphologiques pour en déduire les facultés intellectuelles ou des caractéristiques comportementales. Peut-on faire un parallèle avec le fait qu'aujourd'hui, à partir d'une appartenance religieuse, prenons l'islam, on en déduit le degré d'évolution sociétale et civilisationnelle? Oui, alors là, c'est évidemment l'amalgame. Moi, je parle dans mon livre de l'amalgame entre le scientifique et le socioculturel. Là, vous parlez d'amalgame entre une partie du socioculturel et une autre partie du socioculturel. Ça n'a évidemment pas plus de sens. Restons sur l'actualité brûlante des attentats de Paris. Plus de 50 actes anti-musulmans en 4 jours, guerre de civilisation pour notre ancien président de la République et pour le journaliste Philippe Tesson, les musulmans mettent en cause la laïcité en France. Incriminer l'islam et le monde musulman dans son ensemble est-elle une construction raciste? Alors écoutez, nous vivons effectivement dans un état de résurgence du racisme. Je parlais tout à l'heure du racisme médico-scientifique, c'est l'objet de mon livre. Mais aujourd'hui, ce racisme déborde très largement le milieu médico-scientifique. On peut même parler de racisme d'État dans un certain nombre de cas. Et je crois que c'est une raison de plus de travailler la pédagogie. Finalement, c'est quoi le racisme? C'est quelqu'un qui, de notre point de vue antiraciste, pense mal. Et quand quelqu'un pense mal, entre guillemets, eh bien, il est complètement absurde d'utiliser des moyens coercitifs, des moyens de loi, des moyens de violence. On ne peut pas lutter par la violence, ni même par la loi, contre la mal-pensée, entre guillemets. La seule façon de lutter efficacement, c'est la pédagogie. Or, je vois qu'aujourd'hui, à travers tous ces événements dramatiques que vous venez de citer, eh bien, on ne lutte pas par la pédagogie. On ne lutte pas par l'explication, on ne lutte pas par l'éducation. La discussion, le débat, il se passe en dehors des grands médias. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux. La pédagogie, c'est par ça que l'humanité progresse. Avant de clore notre entretien, faisons le point. L'antiracisme, au-delà de son projet humaniste, bénéficie malgré tout d'un apport scientifique par le fait qu'il est clairement établi qu'il n'y a aucune base biologique au concept de race. Certaines revendications identitaires, dans le projet suprémaciste, accentuent leur pression pour remettre en cause cette conclusion scientifique. Peut-on considérer que votre essai est une contribution aussi bien à la défense de l'antiracisme qu'à la vérité scientifique? En fait, dans le mode du livre, j'ai essayé de ne pas être sinistre. J'ai pris des exemples du milieu médico-scientifique, y compris des exemples personnels, avec une certaine dérision. Et puis j'ai essayé progressivement de faire entrer le lecteur dans l'ambiance,
du raisonnement. Et puis je réponds aussi à certaines questions que se posent de bonne foi un certain nombre de personnes. Pourquoi dans la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques, il n'y a que des noirs, et là je mets bien des guillemets. Et moi je leur pose la question, pourquoi dans la finale du 100 mètres nage libre des Jeux Olympiques, il n'y a que des blancs, entre guillemets? Est-ce que le noir glisse plus vite dans l'air et le blanc, entre guillemets, dans l'eau? Vous voyez, on voit d'emblée qu'il y a un biais. Ce biais est évidemment d'ordre socio-culturel. Est-ce que vous savez le coût du prix d'une piscine, le prix d'un ticket pour aller apprendre à nager? Est-ce que vous croyez que dans les populations à peau sombre, qui sont malheureusement dans les pays riches, eh bien les gens les moins riches, est-ce que vous croyez qu'ils ont accès à ces équipements sportifs? Est-ce que lorsqu'on est aux États-Unis, qu'on a la chance d'avoir une morphologie de qualité exceptionnelle, est-ce que vous croyez que lorsqu'on est d'origine africaine, on a toutes les chances? Eh bien non, on va dans le sport. On va dans le sport parce que là, on a une possibilité sur 1 million peut-être, mais on a une possibilité d'émerger. Autrement dit, le biais socio-culturel, il est énorme, il nous saute aux yeux et beaucoup de gens sont incapables justement de faire la part de ce biais socio-culturel. Donc j'ai essayé de le montrer à travers ce petit livre. Votre livre est paru aux éditions Edilivre. Christophe Oberlin, je vous remercie. Merci.